Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI, ancien ministre de l'économie de François Hollande, candidat à la présidentielle. Si vous comprenez quelque chose à ce qu'il se passe à gauche, je voudrais bien que tout à l'heure vous nous l'expliquiez, parce que c'est la grande confusion. Quelle initiative pourriez-vous prendre pour rendre les choses peut-être plus fluides? Qu'est-ce que vous envisagez pour reprendre un verbe à la mode, en tout cas utilisé par Christiane Taubira? On en parle dans un instant. Mais d'abord, le virus qui percute à nouveau très sensiblement nos vies. Candidat à la présidentielle, est-ce que vous feriez la même chose que le gouvernement qui décide de resserrer encore davantage l'étau autour des personnes non vaccinées avec un pass vaccinal sans doute fin janvier? Si le choix, c'est le reconfinement, comme cela a été décidé dans certains pays européens, c'est le cas en Hollande, mieux vaut en effet continuer la campagne de vaccination. C'est préférable pour gagner pendant le virus une vie normale pour chacun de nos compatriotes. Et donc, entre le choix d'un reconfinement avec une pandémie qui repart à la hausse avec un nouveau variant ou un nouveau virus, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends que nous allons avoir certainement des dégâts et la vaccination est un élément de protection contre les formes graves des maladies propagées par ces variants virus. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve normal que la négociation avec les partenaires sociaux soit ouverte. Il n'est pas certain, d'ailleurs... Vous voulez dire pour le pass sanitaire en entreprise? Cette question doit être posée avec les partenaires sociaux. Est-ce qu'elle est praticable? Ça existe pour un certain nombre d'entreprises déjà qui sont exposées au public. Métier, oui. Est-ce que cela est praticable? Est-ce que les entreprises ont les moyens de le faire? Est-ce qu'elles peuvent le faire? Ce sont des questions qui sont tout à fait concrètes, qui doivent être négociées avec les partenaires sociaux, syndicats et patronats. Donc moi, je suis assez favorable à ce que, finalement, on continue cette campagne de vaccination, qu'on l'intensifie, qu'on cherche à convaincre aussi. Et puis, je pose toujours la même question, c'est-à-dire moi qui ai eu le Covid, qui sais à quel point ce n'est pas une forme grave, mais même les formes bénignes sont des formes très lourdes à porter sur le temps. Donc, vous parlez là des Covid longs? Des Covid qui sont un peu plus longs que la petite grippe. Ce que vous avez eu, vous? Un peu plus long quand même, plusieurs mois. Et puis, la vaccination dont j'en ai fait le choix, et sur laquelle je suis, à titre personnel, tout à fait engagé, je crois que nous avons besoin de convaincre. Et la question de l'ouverture des choix de recherche, comme dans le monde entier, sur les traitements ambulatoires précoces, reste une question qui relève du débat scientifique. Donc nous avons besoin d'ouvrir le débat scientifique sur y a-t-il d'autres solutions pour éviter les formes graves, les aggravations au stade précoce. Cette question, pour moi, vaccination plus traitement, elle est traitée dans le monde entier, au Japon, en Chine, en Inde. Qu'est-ce que vous voulez dire par traité? Il y a des investissements massifs, ça veut dire quoi? Il y a de la recherche qui a été engagée en alors, France, et elle n'a pas donné lieu à des débouchés. Donc déjà, on n'a pas eu de vaccin. Exact. Mais il y a de la recherche quand même qui était engagée sur les traitements. Donc là-dessus, quelle est la politique du gouvernement? Nous n'entendons rien à ce sujet. Je pense que c'est sous-traité par le gouvernement en termes d'investissement dans les laboratoires pour trouver des traitements. Il y a des programmes de recherche qui ont été... Mais nous n'avons pas d'informations à ce sujet, ni de prise de position du gouvernement sur chacune des découvertes qui ont été faites. Quelles pourraient-elles être le gouvernement laisse les chercheurs chercher. Vous avez des gouvernements dans le monde entier qui ont fait des couples vaccins et traitements précoces. Nous, on n'a déjà pas de vaccins, c'est difficile de faire un couple. On les achète aux autres, comme on pourrait le faire s'agissant des traitements si on ne les avait pas. Donc cette question, elle doit être ouverte. Moi, je considère que c'est un débat scientifique qui doit être ouvert, mais avec les médecins. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Elle doit être ouverte pour que nous puissions avancer. Et cela fait partie de la démocratie sanitaire. La démocratie, ça consiste à ouvrir, y compris les controverses, de les assumer, car il n'existe pas de décision pure et parfaite. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Donc c'est utile d'entendre leur point de vue. On ne propose pas suffisamment de traitements, si tant est qu'on en ait, mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent, mais notamment du laboratoire Merck, aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. En tout cas, je voudrais que le gouvernement ouvre ce débat avec le conseil scientifique, avec l'ensemble de la communauté médicale. Un débat sur quel terme alors? Quel serait le sujet au cœur de ce débat? Ce que font la
quasi-totalité des pays du monde, ils ont un couple vaccination-traitement. Et je voudrais que nous ayons, nous-mêmes, en France, peut-être ce couple. Peut-être ce couple. Un mot des faux titulaires, ou plutôt les titulaires de faux passes sanitaires. D'après le ministère de l'Intérieur, il y en aurait 110 000 de ces faux passes dans le pays. Une centaine de personnes a déjà été interpellées. Il faut les condamner durement, ainsi que les fournisseurs. Oh, écoutez, je pense que réagissez la question de la responsabilité, elle existe. Elle est nécessaire. Le sujet n'est pas, je crois, aujourd'hui, de mettre des policiers derrière chaque passe sanitaire. Il s'agit quand même d'en appeler à la responsabilité. Moi, je voudrais dire une chose. Les hôpitaux, aujourd'hui, sont en train de lancer un appel. Ils étaient déjà en mouvements sociaux très durs avant le Covid. Les soignants et toute la communauté soignante, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes et tout le personnel hospitalier s'est battu pour tenir l'hôpital pendant le Covid. Après le Covid, il y a eu un épuisement. Vous avez aujourd'hui des milliers de lits qui ont fermé en raison du départ, de démission de personnel soignant, des médecins, des infirmières. Et vous avez aujourd'hui, sur le terrain, une tension très forte en raison de ces départs, de cet épuisement. Justement. Donc attention, là, il y a un appel du milieu hospitalier à se faire vacciner pour précisément éviter que les hôpitaux n'arrivent finalement à l'explosion. Et c'est ce dont nous sommes menacés. Moi, j'ai entendu les appels des milieux hospitaliers, je voudrais les relayer, en disant que nous sommes dans une société où nous avons un besoin collectif. Moi, je suis solidaire avec le service public de l'hôpital. Donc, je vais me faire vacciner aussi pour ça, la 3e dose. Pour protéger l'hôpital. Mais pour aujourd'hui, nous en souffrance, protéger collectivement. Il faut se faire vacciner. Ça, c'est un argument. Mais c'est un argument important, ne serait-ce que parce que ceux qu'on a applaudis pendant le Covid, il faudrait peut-être aussi comprendre que là, ils sont au bout. Et ils ne pourront peut-être pas assurer. J'ai entendu des médecins dire qu'ils étaient à la limite humaine de leurs possibilités. Donc, nous devons entendre cet appel. Dernier mot, justement, majoration des heures supplémentaires proposée par le gouvernement pour aider les soignants. Je crois que ce n'est plus seulement une question d'argent. Vous savez, je suis allé dans un hôpital, je crois que c'était à Gonesse. J'ai rencontré une dame qui exerce le beau métier d'infirmière. Elle a dit, écoutez, moi je suis toute seule la nuit pour 36 malades. J'ai l'impression que je ne peux pas faire mon travail. Elle craque. C'est trop dur. Donc pourquoi ? C'est une question de renfort. Ce n'est pas seulement une question de salaire. Bien sûr que ça compte. D'attractivité. C'est-à-dire que c'est un métier infernal. Et aujourd'hui, vous avez des départs, pas seulement liés au salaire, mais aussi aux conditions de travail. C'est qu'il n'y a pas eu les renforts que tout le monde attendait. Manque d'anticipation depuis des années. Arnaud Montebourg, lundi 20 décembre 2021, à moins de 4 mois de la présidentielle, où va la gauche ? Dans le mur ? Écoutez, pour l'instant, elle est en miettes, avec 5 candidats, plus Christiane Taubira qui s'est proposé pour essayer de faire l'union. Donc nous avons aujourd'hui une situation où le Front National, tout confondu, le camp de l'extrême droite est à, on va dire, 38% au premier tour, à peu près. L'extrême droite, Mme Le Pen, a gagné 16 points. Entre 32 et 38. Voilà. Au plus haut, 38. Bon. Mme Le Pen a gagné 16 points sous le quinquennat Hollande et 12 à 13 points sous le quinquennat Macron. Donc elle était à 18 en 2012. Marine Le Pen plus Zemmour. Hein oui, mais c'est tout confondu. C'est le camp national. Ouais. C'est le deuxième tour, Mme Martichoux. 46, je rappelle qu'en 2012, il y a 9 ans, elle était à 18. De 18 à 46, ça fait 30 points, 15. Voilà la situation. Oui, alors parlons de la gauche. Attendez, non, mais c'est un rapport. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le camp de l'extrême droite a pris l'agenda politique, médiatique, organise les débats sur ces thèmes, et la gauche est incapable, en dehors de paroles qui sont éparpillées, d'opposer une contre-parole ou une parole constructive dans l'autre sens. Alors là, vous avez entièrement raison, mais il faut nous expliquer, parce que, encore une fois, un petit n'y retrouverait pas les siens, Arnaud Montebourg. Je vais vous poser des questions simples, peut-être un peu simplistes, j'espère pas, mais Christiane Taubira, vous l'avez dit vous-même, elle envisage de se présenter à la présidentielle. À quoi ça sert ? À quoi sert cette candidature de Christiane Taubira qui s'ajoute à celle des autres ? Moi, je trouve utile que quelqu'un dise « Moi, je viens non pas pour une candidature de plus, mais pour faire l'union ». Ça veut dire, est-ce que moi, je peux remplacer plusieurs candidats qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à se mettre d'accord ? Voilà, parce qu'ils ont des désaccords. C'est ça qu'elle propose. Et je trouve cela très constructif. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin
d'imaginer c'est le cas du Chili. Regardez ce qui s'est passé au Chili. M. Boric a gagné à 56% des élections. Il est soutenu des communistes au centre-gauche. Donc c'est possible. Ça vous fait rêver. Non, Mais... c'est pas que ça me fait rêver. C'est que c'est tout à fait possible puisque ça a existé dans le passé et cela pourrait être possible. Donc, quand vous avez... Donc, moi, elle est utile. Donc, elle n'ajoute pas à la confusion. Pour vous, au contraire, elle pourrait éclairsir le paysage. Elle est un facteur d'unification. Mais autour de quoi ? Autour de quel programme ? D'abord, c'est qui ? Elle est socialiste, elle est écologiste, elle est montebourgeoise, elle est... D'abord, je vais vous dire, j'ai fait, moi-même, je vous le rappelle, je suis candidat. Oui, j'ai fait une proposition. J'ai fait une proposition qui consiste à dire, je souhaite construire un projet commun. Et je mets ma candidature à la disposition de ce projet commun. Ça veut dire quoi ? C'est très simple. Ça veut dire quoi ? C'est assez simple. Ça veut dire que moi, je ne vais pas me rallier à un tel ou un tel. En revanche, s'il y a un projet commun à plusieurs candidats, je peux, et qui prend en compte ce que je défends, non, ce que vous je dites, peux parfaitement. Je peux me rallier, mais pas maintenant. Je me rallierai non pas à une personne, mais à un projet. C'est pas ce que je viens de dire, Madame Martichoux. Non, le ralliement... tant mieux, dites-moi. Je vais juste essayer de finir ma phrase. Le ralliement n'a rien à voir avec le rassemblement. Le rassemblement, c'est plusieurs candidatures. Je souhaite avoir un projet commun. Qui va défendre le Made in France ? Qui va défendre une certaine part de rétablissement de la souveraineté nationale vis-à-vis de l'Union européenne ? Qui va défendre, c'est un point important, le million d'emplois qui manque dans ce pays et le retour au plein emploi, qui est un des projets que je défends à travers la révolution du Made in France, par exemple. Mais vous avez des idées, Arnaud Montebourg. On l'a déjà dit ici, elles sont... constructives, en tout cas, elles sont intéressantes, elles font le débat, elles peuvent créer le débat. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes que Fabien Roussel sur certains sujets. C'est pas les mêmes que Jadot sur le nucléaire. C'est pas les mêmes que Roussel sur l'immigration. Comment vous pouvez travailler ensemble à moins de 4 mois de la présidentielle ? C'est artificiel cette ambition. C'est très simple. Soit nous nous mettons autour de la table. C'est ma proposition. J'ai fait cette proposition, j'ai appelé. Certains ont dit il n'en est pas question. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes tout de suite. Mais Jean-Luc Mélenchon, il pense qu'il peut gagner seul, c'est impossible. Vous savez pourquoi ? Ce qui se joue là, c'est l'aptitude de la gauche à gouverner. Si vous êtes capable de faire des compromis et de vous mettre d'accord avec des gens qui sont vos voisins de palier, vous serez capable d'écouter le pays lorsque vous gouvernerez. Si vous n'en êtes pas capable, ça veut dire que ce ne sont pas des candidatures faites pour gouverner ou gagner. Ce sont des candidatures identitaires, de drapeaux, de témoignages. Mais ce ne sont pas des candidatures... Jean-Luc Mélenchon, c'est une candidature de témoignage ? C'est une candidature de témoignage, à mesure où il dit « mon programme, c'est mon programme, je suis républicain collectiviste, vous adhérez ». Vous comprenez bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Il y a des points sur lesquels je suis en accord et d'autres pas du tout. On pourrait dire la vôtre aussi, c'est une candidature de témoignage. Mais non, parce que j'ai proposé qu'elle soit au service d'un projet commun. Donc je demande à ce que l'ensemble de ces candidats se mettent autour de la table et fassent un effort. C'est comme ça que ça marche. Et je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Si ça continue, Madame Martichoux, c'est un point important. Si ça continue, l'électorat de gauche nous le dit tous les jours, il dit unissez-vous, de toute façon, on a de la sympathie les uns les autres. C'est pas notre sujet, nous on ne veut pas choisir. Donc maintenant vous unissez. Sinon, personne, d'ailleurs, ne sera en mesure de l'emporter. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que le vote utile de la gauche est en train d'aller se déporter sur, par exemple, Mme Pécresse. Vous avez aujourd'hui les électeurs de gauche qui disent pour éviter M. Macron et Mme Le Pen, on va voter Pécresse. Vous voyez où nous en sommes arrivés. Donc le vote utile, le vote, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil pour décider de notre destin. Si vous abandonnez, vous rendez inutile le vote parce que les multiplications de candidatures, il n'y a pas d'unité, eh bien vous avez beaucoup d'électeurs qui soit se réfugieront dans l'abstention, soit iront chercher d'autres points d'appui pour faire prévaloir une solution politique. Jean-Luc Mélenchon, vous les avez appelés, vous avez mis en scène. On a un peu ri. Ça vous a vexé ou pas qu'on rit de cette mise en scène ? Mais écoutez, on peut en rire, mais on va pas rire longtemps. Mais c'est pas drôle. On peut en rire, mais c'est pas drôle. On peut en rire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on va pas beaucoup rire. Mais alors, avec l'arrivée. Jean-Luc Mélenchon vous a dit non. Yannick Jadot, Hidalgo, je sais pas ce qu'ils vous ont dit, mais en tout cas, ils n'ont pas dit oui. Madame Hidalgo veut faire la primaire. Je lui ai dit, je ne vais pas aller dans une primaire avec toi en tête-à-tête, ça n'a pas de sens. Oui. Donc on peut construire un projet commun, il suffit de se mettre autour de la table, et nous aurons un projet commun à la mi-janvier. C'est et tout alors, à fait possible. Ça avance, ça ? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Pour donc, l'instant, c'est la demande Jadot, c'est de non. primaire. Jadot, c'est non ? Ils disent derrière mon programme. Ce qui, pour moi, n'est pas possible. Non, mais c'est pas que c'est pas possible. Il faut des compromis, vous dites. Donc, vous n'allez pas... derrière un programme, donc c'est un ralliement, ce n'est pas un processus de rassemblement. Moi, je souhaite qu'il y ait un rassemblement. Et ma candidature, elle sert, à défendre un certain nombre d'orientations politiques,
qui défendent finalement une vision de la gauche en rapport avec la France. Dites-nous où vous allez, Arnaud Montebourg. Vous nous dites ce matin, je ne me vendrai pas à quelqu'un. Je voudrais bien participer à un rassemblement. C'est intéressant. Si ça ne se passe pas. J'en suis pas là. Je pense que c'est difficile. Vous savez, quand vous avez 5 avions sur une seule piste de décollage qui veulent décoller en même temps, ça ne marche pas. Il y a généralement des crashs. Donc, il va bien falloir que tout le monde monte dans le même avion pour qu'il y ait un décollage. Sinon, il y aura décollage pour personne, si vous me permettez cette image. Donc, c'est difficile, l'union. C'est un travail long et fastidieux, mais il faut le faire. Et donc, moi, j'ai engagé ce processus. J'entends le mener au bout pour qu'il y ait une chance que, dans ce pays, la gauche est une voie alternative à ce qui est en train de se produire. C'est un débat droite-extrême droite. En attendant, on n'entend pas vos idées, on n'entend que ces histoires de personnes, je veux pas, coup de téléphone, pas coup de téléphone, etc. Juste un mot quand même sur le fond. D'abord sur les salaires. Sur les branches professionnelles qui rémunèrent en dessous du SMIC, ça avance, sous la pression du gouvernement. Vous vous dites augmenter le SMIC de 10%. Tout de suite. Tout de suite. Les économistes vous répondent, ça crée du chômage, tout de suite. Je ne crois pas. D'abord, il y a des économistes qui pensent le contraire. D'abord, vous avez aujourd'hui une impossibilité pour un certain nombre de branches professionnelles de recruter. Donc aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas produire, alors qu'elles ont une reprise très importante. Donc on est en situation aujourd'hui, non pas, mais de résoudre une partie du chômage si on augmente les salaires. C'est ça qui est en train de se passer à l'inverse. Donc vous avez déjà une objection importante. Regardez comment le président de la Fédération de l'hôtellerie-restauration a dit je propose une augmentation de 9% des salaires. Non, c'est 16% sur la table maintenant. Oui, mais ça c'était il y a un mois, 9%. Maintenant, c'est 16%. La négociation, comment ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent pas pour faire tourner les hôtels et les restaurants. Donc il y a donc bien nécessité d'augmenter les salaires. Parce qu'on ne peut pas, dans ce pays où on connaît une grave crise de pouvoir d'achat, ne pas vivre de son métier, et raisonnablement. C'est impossible de remonter un pays, et pour moi, reconstruire le grand espoir d'un pays fort, puissant, suppose qu'il soit unifié. C'est-à-dire qu'autour du processus productif dans les entreprises, il y a une forme d'unification et de partage de la richesse créée. C'est d'abord ça, je crois, l'essentiel d'un projet qui viserait à remettre ce pays au travail. 1 million d'emplois à recréer, ça changerait complètement l'atmosphère de ce pays. Nous aurions les moyens de financer notre protection sociale, la transition écologique, rebâtir les 4 services publics qui sont en misère, éducation nationale, santé, regardez l'hôpital, police et justice. Donc nous avons besoin de nous remettre au travail pour donner à ce pays la force qui lui manque. Et par ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'imposera sur le plan européen, international. On vous entend ce matin, vous êtes un candidat de gauche, vous ne voulez pas vous retirer pour l'instant. Christiane Taubira envisage de se présenter. Est-ce que vous envisagez de vous retirer ? Mais je ne suis pas dans une situation où aujourd'hui je déciderais de me retirer. Mon sujet, c'est comment, alors que j'ai offert ma candidature à un projet commun, ce projet commun émerge. Donc vous viendrez à nouveau je sur viendrai les plateaux en janvier, vous dire, lorsque février. nous aurons travaillé, nous avons un projet commun, et si on pas peut le y cas, participer. Nous en reparlerons à ce moment-là. Encore un mot, Manuel Valls a pris la parole ces derniers jours. Pour lui, la gauche est morte. Il a tort, la gauche n'est pas morte. Aujourd'hui, pas en tant que tel. Oui, la gauche n'est pas morte. D'ailleurs, je pense qu'il y a participé, lui aussi, à sa manière, à lui donner un cours qui n'était pas le bon. La gauche ne peut pas être, comme il l'a été, libérale et autoritaire. Elle ne peut pas l'être. Moi, personnellement, je suis un républicain, ferme sur le régalien. Comme lui. Mais sur la question économique, je suis bâtisseur, interventionniste et donc social. Et pour moi, l'avenir de la gauche, c'est l'esprit d'une république sociale qui est capable à la fois de protéger la population, mais également de bâtir le futur. Et encore un mot, parce que Ange ne va pas pouvoir faire sa météo, sinon le foie gras, vous en aurez sur votre table ? Bien sûr, bien sûr. D'accord, c'est dit. Voilà. Merci à vous, Arnaud Montebourg, d'avoir été ce matin sur LCI. Dans un instant, donc.